Bonjour, je suis Sylvie Maurice-Gasser, responsable pédagogique du département universitaire d'orthophonie ou DUO de Montpellier. Et je vais donc vous présenter brièvement la profession d'orthophoniste, les études qui permettent d'y accéder et de l'exercer, et puis la procédure de sélection via Parcoursup. Donc, la profession d'orthophoniste est une profession de santé qui consiste à prévenir, évaluer et traiter les difficultés ou troubles du langage oral écrit, de la communication, de la cognition mathématique et de ce qu'on appelle les fonctions oro-myofaciales, notamment de tout ce qui est troubles de l'oralité, en lien avec l'alimentation notamment. L'orthophoniste est un professionnel de premier recours, c'est-à-dire que c'est un professionnel de santé, donc un soignant, qui va intervenir auprès de personnes de tous âges, de la toute petite enfance jusqu'au grand âge, au travers d'un bilan qui va mener à un diagnostic. Donc l'orthophoniste est habilité à établir un diagnostic orthophonique, donc, et à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet thérapeutique personnalisé pour chaque patient. L'intervention de l'orthophoniste va contribuer également au développement et au maintien de l'autonomie, donc globalement à la qualité de vie du patient. Donc les chiffres clés, les mots-clés, pardon, en lien avec l'orthophonie, ça va être le soin d'abord, c'est une profession de soin, et la communication. Quelques chiffres clés maintenant par rapport à cette profession. Nous sommes environ 25 000 orthophonistes en France qui connaissent le plein emploi, puisque aucun orthophoniste n'est au chômage. Et les orthophonistes ont même des listes d'attente très longues. C'est très difficile de trouver un orthophoniste en libéral. Donc plein emploi et on manque d'orthophonistes, bien sûr, en France, notamment d'orthophonistes exerçant en libéral. L'exercice libéral est majoritaire puisqu'on est autour de 85% à exercer en libéral ou en mixte, c'est-à-dire libéral et salariat. Et il y a environ 15 à 20% de professionnels uniquement salariés dans des structures hospitalières ou dans des instituts de rééducation, instituts médico-pédagogiques, etc. 97% de femmes parmi les orthophonistes. Donc voilà, rien à dire là-dessus, si ce n'est que c'est totalement inexplicable, parce que ça n'a rien de spécialement féminin, mais bon, c'est comme ça. Donc bien sûr, les hommes sont bienvenus dans la profession. L'âge moyen des orthophonistes est de 44 ans. Donc, pour la majorité d'entre vous, ça paraît peut-être vieux, mais en fait, c'est une profession très jeune et très dynamique. Profession assez récente, puisque le décret fixant l'existence de cette profession date de 1964, ce qui est quand même relativement récent. Les missions de l'orthophoniste, elles sont multiples, donc elles sont listées ici. C'est d'abord analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique. Ensuite, mettre en œuvre un projet thérapeutique, concevoir des séances d'orthophonie, donc des séances de rééducation, établir et entretenir une relation thérapeutique, analyser, évaluer et faire éventuellement évoluer nos pratiques professionnelles, et puis participer, si on le souhaite, à des projets de recherche, élaborer des projets de recherche, puisque le diplôme, le certificat de capacité d'orthophoniste a un grade master, ce qui permet éventuellement de poursuivre vers un doctorat. Coopérer avec d'autres professionnels, intégrer une équipe pluridisciplinaire et participer éventuellement, si on le souhaite, à la formation initiale et à la formation continue. Donc, les missions de l'orthophoniste, comme je le disais, sont multiples et le champ de compétences des orthophonistes est très vaste, ce qui en fait une profession absolument passionnante et dans laquelle on ne s'ennuie jamais. En ce qui concerne les études, on a donc, comme je vous le disais, un grade master avec 5 années d'études, un premier cycle qui correspond à 180 ECTS, donc crédit européen. Ce premier cycle est consacré à l'acquisition d'un certain nombre de connaissances fondamentales qui concernent notamment les sciences de la vie, les sciences physiques, les sciences humaines et sociales, la santé publique et la physiologie-pathologie. Socle de connaissances qui va être indispensable pour l'appropriation des compétences nécessaires à l'exercice de la profession. Et pour le deuxième cycle, donc les 2 années de master, les étudiants vont acquérir des connaissances spécifiques, cette fois-ci, à leur future profession, donc à l'orthophonie,
connaissances à la fois scientifiques et techniques qui vont être indispensables à la maîtrise des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession. Il va y avoir également un approfondissement des compétences acquises au premier cycle et des connaissances acquises au premier cycle. Et il va y avoir également l'apprentissage du raisonnement clinique, de l'intervention thérapeutique, une formation à la démarche scientifique également, et une acquisition d'un certain nombre de compétences transversales. Donc, l'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique va se faire notamment au travers de stages qui sont dont le volume horaire est de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance dans la formation initiale. Alors, comme on le voit sur ce schéma, la répartition entre cours magistraux, TD et stages, donc travaux dirigés et stages, va s'inverser au fil de la formation initiale, puisque au premier semestre, on va avoir l'équivalent de à peu près 400 heures de CM et de TD et aucune heure de stage. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation initiale, les CM et les TD vont diminuer pour laisser la place à de plus en plus d'heures de stage et pour arriver à la fin de la formation à 750 heures de stage sur l'année en 5e année. Tout ça, c'est bien sûr construit conformément au référentiel de formation qui a été publié au bulletin officiel en 2013. Et donc, les enseignements vont être regroupés en modules. Il y a 12 modules au total sur l'ensemble de la formation, chaque module rassemblant une ou plusieurs unités d'enseignement, qu'on appelle donc des UE. Et ces enseignements sont donc dispensés sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés et stages. Donc, au départ, on va avoir des stages découvertes de la profession, puis des stages d'observation de l'activité clinique orthophonique, puis des stages cliniques. Il y a 4 stages cliniques à partir de la 3e année, du 2e semestre de 3e année, et un stage de sensibilisation à la recherche scientifique. Le fait d'avoir un niveau master, comme je le disais tout à l'heure, permet aux étudiants qui le souhaitent de s'orienter éventuellement vers un doctorat après l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste. Doctorat qui peut être fait dans différentes disciplines, mais il y a une discipline qui est spécialement en lien avec l'orthophonie au niveau de la recherche dans le cadre universitaire pour mener à bien un doctorat et pour faire une thèse de doctorat. C'est la discipline sciences de la rééducation et de la réadaptation, section 91 au niveau du CNU. Alors, en ce qui concerne le DUO, c'est-à-dire le département universitaire d'orthophonie de Montpellier, c'est une composante de la faculté de médecine qui elle-même fait partie de l'université de Montpellier. Le directeur du DUO, c'est le professeur Garel, qui est un médecin chirurgien ORL. La responsable pédagogique, c'est Madame Maurice Gasser, que vous avez en face de vous. Les responsables administratifs, Madame Baraché, que certains ont dû voir sans doute ce matin pour présenter au stand de l'orthophonie. Madame Roux, qui est responsable gestionnaire de scolarité, et Monsieur Euzé, que vous avez dû croiser aussi ce matin. Il existe une association étudiante que vous avez sans doute rencontrée aussi, qui s'appelle Dislali, qui est très active et qui mène beaucoup de projets en lien avec la qualité de vie des étudiants au DUO. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Osmose par rapport à des projets humanitaires en lien avec l'orthophonie aussi. Alors, au département universitaire d'orthophonie, comment se fait l'admission? Alors, l'admission se fait, la formation menant au certificat de capacité d'orthophonie est une formation sélective, même très sélective. La candidature, comme vous le savez, se fait via la plateforme Parcoursup avec un certain nombre d'attendus généraux qui sont regroupés ici en 5 grands attendus. Une solide maîtrise de la langue écrite et orale, de bonnes capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhension, des qualités relationnelles, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, des compétences méthodologiques et comportementales qui permettent d'être capable de travailler de manière responsable en autonomie et en groupe, et de bonnes capacités de communication et d'organisation. Les critères généraux d'examen des vœux de Parcoursup sont consultables sur la plateforme Parcoursup. Donc, ça s'appelle les CGEV, critères généraux d'examen des vœux.
Et ces critères généraux sont listés avec un niveau d'importance qui va d'essentiel à complémentaire, me semble-t-il. Donc, je vous invite à aller les consulter. Montpellier est donc le centre gestionnaire du regroupement Occitanie-Est PACA, qui regroupe donc Montpellier, Marseille et Nice. Vous savez qu'un vœu en orthophonie concerne un regroupement. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux, c'est-à-dire choisir jusqu'à 5 regroupements pour l'orthophonie. Il existe au niveau national 22 centres de formation et en tout 10 regroupements de centres de formation pour l'orthophonie au niveau national. À Montpellier, 150 candidats ont été convoqués pour un entretien oral par centre, c'est-à-dire au sein de notre regroupement, ont été convoqués 450 candidats à l'issue de l'examen des dossiers sur la plateforme Parcoursup en 2023. Et ce sera a priori la même chose cette année. Ces candidats sont donc convoqués pour un entretien oral qui va se faire en visio au cours du mois de mai prochain. La commission d'examen des vœux est constituée de responsables, des responsables pédagogiques de chaque centre, c'est-à-dire de Montpellier, de Marseille et de Nice, et également d'enseignants et de professionnels de chaque ville qui vont examiner toutes les candidatures sur la base des critères définis dans les CGEV, ces critères étant à la fois quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire qu'au niveau de l'examen des vœux, on évalue autant les aspects en lien avec les notes que les aspects en lien avec la lettre de motivation, les activités centres d'intérêt, etc. Donc, bien sûr, il faut remplir et compléter son dossier Parcoursup en n'omettant aucun onglet et en étant très rigoureux dans tout ce qu'on va compléter au niveau du dossier Parcoursup. Il y a une première phase, en fait, là, je ne parle pas de cette diapo, hein, mais juste une petite parenthèse. Il y a une première phase où on va évaluer la qualité des dossiers Parcoursup. Donc là, comme vous le voyez ici, l'année dernière, il y a eu 1876 vœux pour notre regroupement pour 114 places. Donc, quand on parle de formation sélective, c'est un euphémisme, très sélectif. Et donc, les membres du jury de la commission d'examen des vœux vont examiner dans un premier temps les dossiers Parcoursup avec des critères quantitatifs, donc les notes, et des critères qualitatifs, c'est-à-dire toutes les autres parties du dossier, et notamment la lettre de motivation et la partie activité et centre d'intérêt. Suite à cet examen des dossiers, il va y avoir un premier classement qui va être établi sur Parcoursup. Et dans ce premier classement, on va vont être convoqués par Parcoursup les 450 premiers pour participer aux entretiens oraux en visio. Cette phase d'entretien oral, donc qu'on appelle la phase d'admission, va permettre d'apprécier les capacités du candidat à intégrer cette formation universitaire, donc une formation universitaire en 5 années, avec un emploi du temps très chargé, une charge de travail quand même assez importante, et ses aptitudes futures, bien sûr, à exercer la profession d'orthophonie, c'est-à-dire une profession de soins dans le domaine de la communication, de la phonation, de la déglutition. Donc, au cours de cet entretien, une attention, et non pas une attention particulière va être portée aux capacités d'adaptation sociale, relationnelle et communicationnelle, à la maîtrise de la langue orale et écrite et aux capacités d'abstraction, de réflexion et de raisonnement. Donc, il s'agit d'un entretien de motivation où on va évaluer toutes ces compétences pour chaque candidat. Donc, à Montpellier, il y a 38 places, comme à Nice et comme à Marseille, ce qui fait au total 114 places pour le regroupement, avec donc 1876 vœux l'année dernière. Et parmi ces 1876 vœux, il y en avait 1572 pour Montpellier. C'est bon? J'ai quasiment fini. Donc Montpellier a pas mal de succès. Enfin, en tout cas, jusqu'ici. Voilà. Le taux d'admission est donc très faible. À chaque fois, je tremble un peu quand je le note en rouge, là. Alors, il est de 2,5% à Montpellier. 2,5%, c'est le calcul basique, hein. On en prend 38, il y en avait 1572, voilà.
Sauf qu'il est un petit peu à nuancer parce qu'en fait, vous le savez peut-être, au fur et à mesure qu'on appelle des candidats pour leur proposer l'admission à l'issue des oraux, certains d'entre eux ont déjà accepté d'autres villes ou d'autres formations. Donc, on va un petit peu descendre dans le classement. Donc, finalement, le taux d'admission, il est plutôt de 7%, puisqu'on prend un petit peu plus que les 114 prévus en raison des désistements de certains candidats qui ont accepté d'autres formations ou d'autres villes. Donc, les questions fréquentes, c'est quels enseignements de spécialité doivent être suivis au lycée? Ben, la formation accueille des profils variés. Donc, quels que soient les enseignements de spécialité, quel que soit le type de bac ou quelle que soit la série du bac antérieur, pour des personnes qui seraient en réorientation ou en reconversion, tous les profils sont examinés et chaque année sont admis des candidats, donc des étudiants qui ont des profils très variés, des choix de spécialités et des combinaisons de spécialités très variées. Ce qu'il faut bien savoir quand même, c'est qu'en première année, il y a pas mal d'enseignements scientifiques, biologie cellulaire, physique, statistique, etc. Donc, c'est pas mal d'avoir un petit background scientifique. Mais vous ne serez pas sélectionné en fonction de vos spécialités, mais en fonction des notes obtenues et de la motivation qui va transparaître à travers les aspects qualitatifs de votre dossier. Comment sont examinées les candidatures des personnes en reconversion, c'est-à-dire des personnes qui vont changer de métier, ou des personnes en réorientation, c'est-à-dire qui ont commencé d'autres études et qui souhaitent entrer en orthophonie? Eh ben, ces dossiers vont être examinés exactement sur les mêmes critères que ceux des néo-bacheliers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le bac cette année, à partir des documents qui seront disponibles sur la plateforme Parcoursup. Donc, les candidats en réorientation et en reconversion doivent candidater également sur Parcoursup et nous fournir le plus de documents possible pour qu'on puisse avoir des informations sur leur formation antérieure et leur cursus général. Voilà, pour terminer, l'orthophonie, comme je vous l'ai dit, est une discipline jeune, dynamique, absolument passionnante et fascinante, en constante évolution, aussi bien au niveau des pratiques professionnelles que de la recherche. Donc, c'est une profession qui bouge beaucoup avec un champ de compétences extrêmement vaste dans laquelle donc, on ne s'ennuie jamais, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui est en lien avec de nombreuses autres disciplines. Donc, on travaille vraiment en pluridisciplinaire et c'est très, très passionnant aussi. Donc, si l'orthophonie vous intéresse, ne lâchez surtout pas l'affaire et apportez un grand soin à la constitution de votre dossier Parcoursup en prenant en compte de façon très rigoureuse l'ensemble des attendus, puisque, comme je vous l'ai dit, l'examen par la commission d'examen des vœux va être très attentif, aussi bien au niveau quantitatif, donc les notes, qu'au niveau qualitatif. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Vous avez des questions? Bonjour, j'avais une question par rapport au diplôme. C'est un diplôme d'État, du coup, le diplôme d'État d'orthophonie. Alors, ça ne s'appelle pas un diplôme d'État, c'est pas un DE, c'est un CCO, c'est-à-dire certificat de capacité d'orthophoniste, D'accord, mais qui a valeur d'un diplôme d'État et qui a grade de master. d'accord. Et du coup, est-ce qu'il est reconnu dans l'Union européenne et Oui. où, du coup, dans le monde, comment est-ce qu'on fait si on veut, comment dire, exercer dans un pays dans l'UE ou hors l'UE, du coup, en tant qu'orthophoniste, est-ce que c'est possible? Bah, dans l'UE, c'est possible. Après, il peut être demandé de faire des stages pour pouvoir avoir le niveau requis ou demandé dans tel ou tel pays hors France, dans l'UE. Et puis, si on veut aller exercer hors UE, à ce moment-là, il va falloir probablement aussi faire soit sous forme de stage, soit sous forme de reprise d'études, récupérer les UE qui n'ont pas forcément été suivis en France pour pouvoir travailler dans le pays dans lequel on souhaite travailler. Mais c'est un certificat de capacité d'orthophoniste et reconnu internationalement. D'accord, merci.
Bonjour. Bonjour. Petite question, enfin, j'imagine que vous allez me dire que vous ne savez pas et que vous êtes peut-être la première ennuyée par ça, mais vous nous parlez d'un métier sous tension, où on a du mal à trouver des praticiens, et on parle de 38 places pour Montpellier. Est-ce qu'il y a des perspectives que ça soit revu un peu à la hausse, tout ça Alors, tout le monde souhaite, alors non, je ne vais pas vous répondre que je ne sais pas. Tout le monde souhaite que ce soit revu à la hausse. C'est malheureusement pour des raisons très basiques d'organisation et de place au sens topographique, qu'on ne peut pas accueillir plus d'étudiants parce qu'à la fac, par exemple, on ne pourrait pas avoir plus de 38 à max 40 étudiants pour les études. Voilà. Et puis, au niveau des stages aussi, il faut avoir des lieux de stage, des terrains de stage pour tous les étudiants de toute la fac. Et donc, vous savez qu'il y a tout un tas d'autres formations ici, et notamment la formation aux études médicales. Et on ne peut pas avoir plus d'étudiants parce qu'on n'a pas de terrain de stage à leur proposer. Donc, c'est comme ça à Montpellier, c'est comme ça partout ailleurs. Alors, à Paris, par exemple, il y a 120 places, mais parce que le centre est plus grand, c'est facilement compréhensible. Mais on nous demande le numerus clausus chaque année au niveau du ministère et on reste sur le même numerus clausus parce qu'on ne peut pas accepter plus d'étudiants, alors qu'on en aurait besoin de quasiment 10 fois plus pour pouvoir couvrir les besoins sur le territoire. Donc la question à laquelle je réponds, je ne sais pas, c'est comment régler, solutionner cette histoire. Mais c'est explicable par ces choses très basiques qui sont un problème de place. Merci. Bonjour. Vous avez dit qu'on pouvait mettre que 5 vœux d'orthophonistes, c'est-à-dire si on veut sélectionner d'autres écoles pour avoir plus de chances, c'est au maximum 5. Alors, il me semble, peut-être à vérifier, mais d'après ce que je sais, oui, c'est 5 regroupements. Voilà, on peut faire 10 vœux, hein, je crois, sur Parcoursup au total. Les lycéens peuvent confirmer peut-être. Et sur ces 10 vœux, il peut y en avoir 5 pour l'orthophonie. D'accord. Voilà, ça fait Merci. 5 regroupements. Comme dans chaque regroupement, il y a entre 1 et 3 villes, ça peut aller jusqu'à finalement 15 possibilités d'intégrer un centre de formation. D'accord, merci. Je crois qu'il y avait une question devant là, juste là. Ah, bon. Concernant l'entretien de motivation, est-ce que vous conseillez aux futurs étudiants de se préparer sur des questions de grammaire, d'orthographe? Est-ce qu'il y a une préparation technique nécessaire? Alors, on conseille aux candidats de se préparer de toute façon, bien évidemment, à l'entretien, qui est essentiellement un entretien de motivation. Et s'il y a des questions, entre guillemets, techniques, ce sera quand même des questions, enfin, a priori, tout à fait accessibles à n'importe quel lycéen qui sort de terminale. Il peut y en avoir, mais bon, pas la peine d'apprendre le Becherel par cœur pour venir à l'entretien. Ce qu'on attend vraiment dans cet entretien, c'est que le candidat soit lui-même euh, et de pouvoir apprécier sa singularité et le fait qu'il n'a pas un discours formaté sur l'envie d'accéder à ces études-là. Voilà. C'est bon? Merci. Ah, encore une. Ouais, j'ai pris trop de temps. Pardon à la psychomote. Bonjour, je voulais vous demander, du coup, quand on voit le taux d'admis, proposition d'admission, pour ceux qui souhaiteraient candidater l'année suivante, est-ce que vous conseillez une filière plus qu'une autre pour se préparer sur cette année qui va être un peu en attente, mais est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui pourraient bien les préparer ou leur donner plus de chances d'être pris Oui, alors la ce, deuxième fois? ce qu'on ce qu'on conseille aux candidats, c'est effectivement de faire une année de licence dans une discipline assez proche de l'orthophonie, c'est-à-dire sciences du langage, psychologie, neurosciences, sciences de l'éducation. Voilà, pour, pour pouvoir rester dans tout ce qui est en lien avec l'orthophonie et éventuellement, après, s'ils sont pris en orthophonie, avoir des validations de certaines UE qui auront pu être passées cette année-là. Mm. Merci beaucoup.